Alors, bienvenue dans cette séance consacrée aux imaginaires de l'intervalle. Et donc, on commence par une présentation de Christine Tower, que je vais présenter, qui est docteur en sociologie, professeure titulaire au département de communication sociale et publique à l'UQAM, chercheur au groupe d'études et de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle, et au laboratoire sur la communication et le numérique. Elle travaille sur les transformations des pratiques spectatorielles en contexte connecté, s'intéresse à l'attachement des adolescents et des jeunes adultes aux séries et à l'usage des récits de fiction dans la construction identitaire. Et elle nous présente une conférence intitulée « Jouer avec les intervalles et avec le récit, expérience de la sérialité en contexte de visionnement connecté ». Merci. Alors, merci beaucoup aux organisateurs pour ce colloque qui est vraiment tout à fait passionnant et puis qui me donne plein de clés pour pouvoir examiner mon matériel. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour ces 2 jours. Donc, moi, je travaille depuis 2014 avec des collègues de la faculté de communication et on essaye en fait de voir comment est-ce que les pratiques de visionnement connecté des jeunes, on avait travaillé sur les 12-25 ans, vont transformer finalement les contextes et les modalités de visionnement. Et on essaye de voir notamment en quoi le dispositif connecté, alors sans tomber dans un déterminisme technologique, mais quand même en quoi est-ce qu'il ouvre justement d'autres modalités de visionnement et dans quelle mesure ça participe à de nouvelles formes d'engagement à l'égard des contenus et d'autres significations des pratiques de visionnement. Et un des résultats qui est ressorti de l'enquête qui mobilisait différentes approches méthodologiques, donc focus group, entrevues, enquête en ligne qu'on a fait avec le CEFRIO et sur laquelle je m'appuierai par moment en citant certains résultats. Mais en tout cas, un des résultats, c'était que les 19-25 ans regardaient beaucoup, enfin le contenu privilégié, c'était les séries. Alors que si on prend par exemple les plus jeunes, c'était les vidéos sur YouTube, mais pour cette tranche-là, des 19-25 ans, puis on a coupé à 19-25 ans parce que ça correspondait au moment où ils passent au cégep, donc où il pouvait y avoir aussi qui quittent le domicile familial, et donc là, il pouvait y avoir des transformations. Donc depuis 2 ans, je me suis concentrée vraiment sur les pratiques de visionnement connecté de séries, et là, des jeunes adultes de 18-34 ans, et je regarde différentes choses, mais notamment les pratiques de revisionnement des séries, pratiques qui renvoient au rythme, au rituel, à l'ancrage dans le quotidien, et ça aussi, c'est une des dimensions de la sérialité. Donc, je suis repartie de ce terrain-là pour réfléchir à la question de l'expérience des intervalles et de la sérialité. Alors, merci de m'avoir offert cette occasion de pouvoir examiner mes données sous cette question. Et je l'ai fait avec 2 assistants, Sophie Lebert, donc à Comme Santé UQAM, et puis Vincent Fabre, que je remercie pour leur travail. Donc, dans son livre Complex TV, Jason Mitchell, surtout dans une conférence qu'il avait prononcée à Berlin en 2016, Mind the Gap, à laquelle Martha faisait référence en ouverture de ce colloque, il définit la sérialité comme continuity with gaps. Et il va souligner que ces fragmentations dans la narration vont jouer un rôle qui est vraiment important dans le dialogue que vont engager les spectateurs avec le récit, mais les publics entre eux aussi, et la production aussi avec les publics ou les publics avec la production. Et on a vu au travers des différentes présentations différentes illustrations finalement de ces formes de dialogue. Il souligne aussi que ce potentiel créatif de l'intervalle dont on a déjà parlé, the productive power of the gap, il tient en fait au fait que les ruptures temporelles amènent le spectateur à des interrogations, des anticipations narratives, des conversations avec l'entourage, tous ces échanges, réflexions qui vont en fait participer de l'interprétation des textes, on en a déjà parlé, au fait que les fans vont s'activer et s'exprimer, particulièrement dans ces moments de rupture, en produisant différents paratextes et même en engageant un dialogue avec les productions. Et il va le souligner que ce potentiel créatif de l'intervalle est augmenté en contexte numérique parce que ces paratextes vont circuler facilement et donc pour tous les usagers, ils vont devenir accessibles et pouvoir s'ajouter finalement à leurs ressources en termes d'interprétation. À ce titre-là, il insiste énormément sur l'événement qui entoure la première diffusion, en soulignant que le travail des fans, il n'a de sens qu'à ce moment-là, et que par la suite, oui,
il y a des amateurs qui vont continuer à faire des recherches, mais selon lui, elle serait finalement la capacité créatrice de l'intervalle, elle serait réduite si on ne se situe pas dans l'agenda médiatique. Donc Mittal, il pose clairement, puis c'était, je pense aussi l'idée du colloque, que la sérialité, ce n'est pas qu'une propriété du texte, mais une pratique culturelle, en ce sens qu'elle est liée à la façon dont la série est distribuée et la façon dont elle est consommée. Et parmi les transformations qu'on a aussi largement évoquées dans le cadre du colloque, rappelons donc les modes de diffusion via les plateformes de vidéos à la demande, des sites de streaming illégal, même si on voit que c'est vraiment en baisse en termes d'usage, et les sites des chaînes transnationales qui, eux, au contraire, sont de plus en plus accessifs. Mais en tout cas, tout ça, ça permet un accès immédiat à une grande offre de séries et potentiellement répétée. On a aussi, surtout, l'accès aux saisons dans leur intégralité. Ça aussi, on en a parlé. Donc, sur plusieurs plateformes. Netflix en avait fait sa marque de fabrique, mais ça s'est diffusé aussi. Et dans ce contexte de visionnement connecté, on voit en réaction et en parallèle, et tout ça c'est un dialogue aussi, se développer différentes pratiques. Donc on a beaucoup parlé du visionnement en mode binge qui pourrait potentiellement permettre d'éliminer l'intervalle. Et d'ailleurs, Mittal pose la question à savoir, est-ce que dans ce contexte, finalement, la saison deviendrait potentiellement le nouvel épisode ? Et il se demande aussi, enfin il soulève la question, à savoir si les espaces d'échange, de conversation, de production paratextuelle ne seraient pas réduits dans ce contexte-là. Mais en fait, il y a aussi d'autres pratiques. On a parlé du binge, mais il y en a d'autres, donc notamment le revisionnement de séries. D'ailleurs, Netflix, depuis 2017, dans son rapport, soulignait « A look back at the shows we watched and watched again that defined our year ». Et dans son rapport 2018 et ses interactions avec ses communications avec les actionnaires, il va aussi souligner tous les shows qui ont fait l'objet de revisionnement, puis ça devient même un indicateur supplémentaire. Au départ, ils avaient misé sur le visionnement en rafale, mais là, on rajoute le revisionnement. Et d'ailleurs, le dispositif lui-même, en proposant une liste visionnée de nouveau qui est composée à partir du profil usager et des visionnements passés, et aussi un encouragement au revisionnement, sans compter le fait que la plateforme, et c'est le cas d'autres plateformes de vidéos sur demande, vont proposer des séries anciennes qui viennent stimuler le sentiment nostalgique et donc l'envie de reprendre le visionnement. Mais quand même, on voit qu'il y a sur la plateforme, si on regarde les chiffres de Netflix, ceux qui nous communiquent en tout cas, un revisionnement très rapproché, c'est-à-dire on visionne et on reprend quasiment automatiquement le visionnement. Il y a d'autres pratiques aussi. Alors, par exemple, on peut ajouter la pratique, on en a parlé rapidement, la pratique du visionnement, du speed watching, mais avec certaines applications. Mais nous, on a rencontré quand même pas mal de jeunes, personne ne nous l'a mentionné. Par contre, ce qu'ils ont beaucoup, ça existe, mais c'est sûrement minoritaire. Beaucoup ont mentionné le fait de faire un visionnement sélectif, donc par bond, en accélérant finalement le curseur sous la vidéo. Et ça peut être lors du premier passage, lors de la première écoute, mais ça peut être aussi lors de la deuxième écoute. Ça permet de centrer le récit sur certains personnages, sur certains éléments de la trame narrative qui nous intéressent plus particulièrement. Donc, tout ça pour dire que dans ce contexte où il y a toutes ces transformations de pratiques, mais aussi ces transformations dans la distribution, on peut se demander quelles sont les expériences des intervalles, quelles sont les séquences de visionnement des séries, comment les spectateurs interprètes vont-ils faire usage de ces intervalles et est-ce que ça demeure des espaces de production et d'interrogation. Donc, c'est les questions auxquelles j'ai essayé de répondre. Alors, c'est vraiment une recherche exploratoire. Puis, comme je vous le disais, je m'appuie sur un terrain qui a été réalisé auprès des jeunes qui revisionnent des séries, donc des jeunes 18-34 ans, et donc 20 entretiens semi-dirigés. Ils sont intéressants parce qu'ils s'engagent dans les 4 pratiques que j'ai nommé, donc le fait de le visionnement marathon, le visionnement sélectif, le revisionnement et l'usage des paratextes. Et ils ne s'identifiaient pas comme fans, donc on pourrait les qualifier de public ordinaire en autant que cette notion puisse exister, mais en tout cas, comme le définit Jenner, où elle va souligner que c'est des publics qui vont avoir des activités de recherche d'informations, de partage, de discussion, mais qui ne s'inscrivent pas au sein d'une appartenance à une communauté.
Donc, ça serait ça un peu la distinction. Donc, c'était des personnes qui vivaient à Montréal. C'est important parce qu'il y a quand même une différence entre Montréal et la région. Et je ferai aussi quelquefois référence aux données de l'enquête parce que ça peut permettre aussi de mettre certains résultats en perspective. Donc, ce qui ressort, premier résultat, et rien de nouveau pour vous, on voit une diversité des pratiques de visionnement en contexte connecté. On l'a souligné, il y a différents modes et effectivement, on les retrouve selon les individus, pour un même individu, selon les individus et selon les séries. Et selon les contextes de visionnement, selon qu'on est seul ou à plusieurs, selon que c'est la première écoute ou des écoutes subséquentes. Donc, il y a vraiment une diversité de pratiques. Ce qu'on retrouve, c'est cet agenda des sorties. Il se maintient en partie. Donc, on est dans la réception Omicron, dont on parlait tout à l'heure, avec un décalage plus ou moins large. Et on voit donc quand même un certain rendez-vous télé qui demeure. Puis là, dans l'enquête, on leur demandait dans les 2 derniers mois, dans le dernier mois, de citer les séries qu'ils avaient regardées. Puis ce qui avait été le plus cité, c'était The Walking Dead, Unité 9, Game of Thrones, toutes des séries qui étaient en cours. Et par contre, il y a une grande fragmentation des choix, puisque dans cette même enquête aussi, ils avaient cité pas moins de 178 séries en plus, donc ils suivaient. Donc il y a des séries que tout le monde regarde, puis après, il y a des choix très personnalisés. Par ailleurs, cet agenda télévisuel, il n'est pas seulement national, ça aussi, ça a été largement documenté. Claire Cornillon, dans son dernier livre, parle de réception collective mondiale, puis c'est effectivement ce qu'on voit. Et il y a des dispositifs, si on voit que les sites de streaming illégal sont plus aussi accessibles, par contre, de plus en plus, les gens utilisent des dispositifs comme les VPN et ils vont avoir accès aux plateformes des chaînes transnationales. Donc, ils arrivent à suivre dans l'agenda. Ils suivent, par exemple, Bodyguard sur le site de la BBC qui veut d'ailleurs mettre une plateforme qui soit internationale. Donc, tout ça, c'est de plus en plus aussi accessible. Par contre, ce qu'on regarde aussi, ce qu'on peut voir dans les données de l'enquête, c'est qu'au Québec, et là, les situations varient selon les contextes nationaux. Déjà en décembre 2017, on avait 58% des jeunes qui avaient un compte Netflix et on voit que Netflix s'affirme vraiment comme la plateforme privilégiée de visionnement pour les jeunes. Et une dernière enquête interne qu'a fait Radio-Canada a montré que c'était 68%. On voit aussi que ces chiffres, si on considère Montréal, c'est encore plus important. Donc il y a plus de connexions, plus de comptes Netflix à Montréal. Et c'est plus marqué aussi chez les plus scolarisés. Donc, on se retrouve quand même dans une situation où, finalement, une bonne partie des séquences de visionnement se fait quand les saisons sont disponibles intégralement. Donc là, on est dans une réception hétérochrone dont on a parlé tout à l'heure. Et là, on va trouver différentes différentes séquences. Il y en a certains qui vont dire, moi, en fait, beaucoup vont dire, je regarde jamais un seul épisode, c'est au moins 3-4 épisodes, et ça peut être beaucoup plus, puisque, comme l'explique Charlotte, ça peut aller jusqu'à 15 épisodes, on peut se faire des séances, tout ça, ça a été déjà largement documenté, mais d'autres vont dire aussi, pour des séries où le contenu est un peu plus dense, où l'attention est forte et présente, où c'est complexe, tout ça, je ne vais pas mettre plus que 1 ou 2 épisodes à la fois, donc là, on limite. Et certains vont aussi le présenter comme le fait de l'inscrire dans une ritualité. Moi, j'avais l'habitude de faire des séquences quotidiennes, et bien, je reproduis ça. Et je regarde 1-2 épisodes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui regarde énormément, même quand les saisons sont disponibles. En ce qui concerne les réaménagements des interruptions et des intervalles, on voit que, dans certains cas, certains disent, en fait, moi, je pratique des blocs. Je me dis, je me fais 4 heures. Donc là, dans les 4 heures ou 4 épisodes,
Voilà. Alors, l'exemple, par exemple, c'est Maxime qui explique, donc on est en train de discuter autour du générique, qu'est-ce qu'il enlève, et il explique qu'il garde le générique pour le début de sa séance de visionnement, et puis qu'il fait l'ensemble de sa séance, donc 3 ou 4 épisodes, et voilà. Et donc, ça commence la séance. Donc, on voit maintenant qu'il y a comme une autre entité qui se crée. Donc, il y a vraiment cette notion qui constitue un bloc. D'autres vont dire, on en a parlé aussi déjà, qu'au contraire, eux, ils sont dans un visionnement en continu, puis ils interrompent quand ils peuvent, quand ils doivent, surtout. Ça va être le sommeil, le fait qu'il faut aller travailler, comme ils regardent aussi à l'école, à l'université, parce que plusieurs étaient à l'université. Donc, quelquefois, on regarde dans différents temps sociaux, mais le temps social nous rappelle qu'il y a d'autres choses à faire. Donc, on interrompt, puis on reprend là où on en était. Et puis, d'autres aussi vont faire des réaménagements aussi encore plus axés vers leurs besoins, comme l'explique Madeleine, qui, elle, dit qu'elle a du mal à ne pas enchaîner les épisodes. Donc, comme elle trouvait qu'elle veillait trop tard, elle a trouvé une stratégie. Elle regarde, quand elle arrive à la fin et qu'elle est prise sur le cliffhanger, là, elle regarde le début du suivant pour être sûre d'être apaisée. Et là, elle peut s'arrêter. Alors, quelquefois, ça l'amène un peu plus loin que nécessaire parce qu'il n'y a pas toujours réponse tout de suite. Mais en tout cas, ça aide. Les intervalles dont les jeunes nous ont le plus parlé, ce sont les intervalles entre les saisons. Et ceux-là sont vraiment ceux qui sont le plus difficiles à vivre parce qu'ils entraînent des attentes, un sentiment de vide. Et d'autant plus qu'eux disent, et ça serait intéressant de voir, que l'attente devient de plus en plus longue. Pourquoi ? Parce que comme on les regarde de plus en plus vite, du coup, on n'a plus rien à se mettre sous la main pendant un certain temps, que le nombre d'épisodes par saison tend à se réduire. Donc ça aussi, ça contribuerait à augmenter l'attente. Et comme les productions deviennent de plus en plus lourdes, oui, ils peuvent être amenés à attendre longtemps. Ce qui fait que certains vont dire, moi, vraiment, je supporte pas ça, je vais accumuler plusieurs saisons, même si je suis pas dans la conversation, mais je ne peux pas envisager ces attentes-là. Mais en tout cas, une des stratégies qu'ils vont développer pour gérer cette attente, c'est le revisionnement. Donc le revisionnement pour patienter jusqu'à la prochaine saison, comme l'explique par exemple Albert, sont tous des pseudonymes fictifs, qui dit « Je trouvais ça long d'attendre 1 an, alors j'ai regardé, puis il est capable comme ça de tenir jusqu'à... » D'autres vont revisionner... finalement quasiment à l'infini. Comme l'explique Véronique, elle dit « revive la série ». Alors ça, c'est intéressant. C'est pas du revisionnement à l'identique, c'est du reenactment. On revit, on renouvelle l'expérience. Et elle dit « c'est un peu contourner les barrières que te mettent les scénaristes. Tu n'es plus obligé de te dire « voilà, épisode 22, c'est fini ». Tu peux faire durer ce plaisir-là à l'infini. Et dans le cas de Charlotte, qui a regardé Sabrina, elle aimait pas la fin, alors elle reprend au début pour que s'arrêter sur une fin plus légère, parce que c'est ce qu'elle voulait. Et donc on voit vraiment toutes ces tactiques pour reconstruire un récit à son goût. Les paratextes vont aussi être impliqués dans ce type de pratique. Donc, pour garder contact, ça c'est très clair. Comme Maëlie, 27 ans, va dire, il ne faut pas laisser aller trop vite les personnages. Donc, grâce au paratexte, on va garder le contact, ne pas oublier, il ne faut pas qu'elle se termine, etc. Mais on voit aussi qu'il y en a certains qui instaurent vraiment une sérialité dans ces pratiques, comme pour Théo, qui lui revisionne donc des compilations de Friends, et là il va revisionner par personnage. Donc il va se faire 3h30 de Phoebe, puis ensuite je ne sais pas combien d'heures de Joey et Chandler et tout ça. Donc là ça me faisait penser finalement au travail autour de la comédie humaine dont on a parlé hier, et de toutes ces... Là, c'est pas l'auteur, là, c'est le récepteur qui fait ce choix-là, puis qui reconstruit, qui fait ces reconstructions. Certains aussi disent qu'ils vont mettre en place une pratique de visionnement régulière en piochant dans leur répertoire personnel une ou plusieurs séries. Alors, ils ont comme ça change... et on voit une sorte de mise en série personnalisée. Donc, c'est vraiment cette idée de retrouvailles avec le texte. Comme Skin, je l'écoute, la série, à chaque 3 mois. J'adore l'écouter. Donc, on voit là le retrouvaille, le fait d'être avec les personnages, avec aussi retrouver cette vision un peu idéalisée de l'amitié. Donc, on les retrouve. Mais on voit que c'est aussi... Certains vont dire...
il y a tout un plaisir et un réconfort associé au fait de se replonger dans un univers qui est familier et qu'ils décrivent essentiellement comme un espace. C'est comme quand tu vas en vacances au même endroit. Puis là aussi, il y a la saisonnalité. Tu sais à quoi t'entendre, c'est pas trop stressant. Tu reviens à un endroit que tu connais. Un espace, alors ça, je trouve, comme l'explique Raphaël, que tu as déjà marché. Donc, et ce retour à un espace connu, il permet une mise à distance du quotidien qui est présentée comme une stratégie de gestion des émotions et qui va être mobilisée en période de stress. Ça peut être aussi, ce revisionnement, un moyen de gérer l'abondance. Donc, face à tous ces choix, eh bien, comme l'explique, je ne vous ai pas mis l'extrait de verbatim, mais Anthony va dire, moi j'arrive sur Netflix, je veux juste regarder une série, mais je ne sais pas encore quelle série regarder. Et on voit dans l'enquête que 44% nous disaient qu'ils commençaient à faire leur choix sur la série, donc sur la plateforme. Ils n'arrivaient pas sur la série, sur la plateforme en se disant, tiens, je vais regarder telle série. Dans 44% des cas, ils arrivaient, puis là, ils cherchaient. Donc là, et ça prend du temps. Et dit, je veux regarder une série, et là, je vois suggestion ou regarder de nouveau. Puis là, tu te dis, oh, mais pourquoi pas? Et hop, je repars dans une longue aventure. Et voilà. Alors, dans ce cas-là, et la conversation autour des séries, est-ce que ces espaces sont toujours producteurs de sens? Donc, l'autonomie du spectateur en termes de choix de contenu, ben, ça se traduit aussi par, et en termes de personnalisation des moments de visionnement aussi, tout ça. Ça se traduit par des pratiques qui deviennent de plus en plus individualisées. Puis on le voit dans l'enquête, 68% regardent toujours ou assez souvent seuls. Donc on pourrait se demander, est-ce que la conversation disparaît? Et ce qu'il nous dit, c'est qu'elle ne disparaît pas nécessairement, mais que souvent elle est reportée à la fin d'une saison, comme l'explique Maxime, parce que c'est compliqué de savoir où tu en es toi, etc., de suivre les rythmes. Ce qui ne veut pas dire que l'écoute à plusieurs, et notamment à deux, disparaît. Elle va aussi se transformer. Il va y avoir des modes de co-visionnement. Donc, par exemple, on va utiliser Messenger. Là, je vous cite Véronique qui veut dire Messenger, c'est notre lien. On se fait 1, 2, 3, go, puis on se le play en même temps pour que la vidéo parte en même temps. Puis on se dit, attends, je vais faire pipi. Alors, les deux, on arrête. Tu vois, ce genre de truc-là, dans le but d'être synchrone, de manière à ce qu'au fur et à mesure qu'on écoute, on puisse se faire des commentaires, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certains usages des paratextes, eux aussi, vont être reportés en fin de session. Alors, comme l'explique Chloé, elle dit, elle aime bien les spoilers avant même d'avoir vu un épisode, parce que ça fait penser à l'étude de Jonathan Gray et puis Jason Mitchell sur les spoilers avec Lost. Et je lui dis, et tu fais ça à la fin d'un épisode? Alors elle dit, oui, c'est à la fin d'un épisode où je suis en train... Oh my God, qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois? Mais si l'épisode est déjà disponible, s'il est disponible, je regarde sur Netflix, pas besoin d'aller regarder les... Donc on voit que si l'épisode est disponible, c'est vraiment quand il y a ces périodes d'attente qu'on a plus d'incitatifs à aller rechercher ces éléments. Enfin, quand même, on voit que il y a quand même les pratiques de revisionnement, elles ouvrent d'autres occasions de discussion et de réflexion et de dialogue avec le texte, et notamment au travers du revisionnement. Donc je reviens sur cette pratique à nouveau, parce qu'elle permet de synchroniser les écoutes. Par exemple, Madeleine, elle explique qu'elle regarde avec son copain, mais son copain, il fait beaucoup de commentaires. Puis en plus, lui, il aime bien 1 ou 2 épisodes, puis souvent, il s'endort. Donc, elle, ça lui gâche un peu le plaisir. Donc, elle le regarde une fois toute seule, puis après, elle regarde avec lui, sans lui dire. Et c'est sa solution. Et elle dit, là, on regarde et c'est cool, on se promène dans la série et on s'en parle. Donc là, c'est autre chose, mais qu'elle aime, une expérience qu'elle aime aussi et qui est l'occasion d'échanger, de réfléchir, etc. On voit aussi, comme l'explique Véronique, elle qui revisionne, et elle revisionne très rapidement. À peine elle a fini l'écoute, souvent elle se réengage tout de suite dans la même série. Et elle va dire, moi, je reprends à peine terminé la série, c'est comme si je me dédoublais. En gros, et puis là, ah tiens, mais tu pleures au même endroit. Ah, et là, c'est aussi fort que... Et donc, et pourquoi tu réagis toujours autant aux mêmes choses? Donc, on voit que grâce au revisionnement qui met en place un intervalle qui n'est pas forcément long, qui est même quelquefois très très court,
Mais cet intervalle, il va être producteur de sens parce que chaque expérience de revisionnement, elle va être l'occasion de voir d'autres détails, certes, donc on explore la complexité narrative, mais de prendre la série sous une autre perspective, quelquefois celle d'un autre personnage, mais aussi de regarder les émotions, de revivre les émotions, puis de les revisiter, et donc mieux d'engager un dialogue qui permet de se questionner, témoignant donc de cette fonction identitaire et même quelquefois thérapeutique du revisionnement. Donc on est vraiment il y a eu des travaux aussi sur la relecture, où on retrouve beaucoup de choses, relire, c'est relier, donc c'est faire du sens. Alors, en conclusion, quand le visionnement ne suit pas, c'est un terrain très exploratoire, mais voilà les quelques pistes. Quand le visionnement ne suit pas l'agenda médiatique et qui est ou non de décalage, la gestion de l'effet sériel, elle est de plus en plus entre les mains des individus, c'est clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si quelques-uns traitent le contenu comme un bloc d'heures de visionnement, pour la majorité, il y a quand même... Ce format épisode est quand même mentionné au moins comme mesure de la séquence de lecture. Ils disent, je fais un bloc de 3 épisodes. Donc il disparaît pas complètement l'épisode, même quand on l'enchaîne. Et d'ailleurs, même si les épisodes sont moins visibles en ligne sur les plateformes, ils sont quand même visibles quand on y accède. On voit ce découpage en épisodes. Donc même si la fonction, quand on est dans le visionnement en tant que tel, c'est sûr que la fonction post-play, elle pousse vers le prochain épisode et elle fait un peu disparaître cette fragmentation, mais quand on revient, on les retrouve. Ce qu'on voit, c'est que les intervalles qui fragmentent le récit et qui ouvrent aux conversations, aux recherches de paratextes, sont désormais plus souvent les interruptions entre les saisons. Puis c'était d'ailleurs l'hypothèse que proposait Metzel, et ça se vérifie tout à fait. Et on voit par contre que les individus ont développé différentes tactiques pour gérer ces intervalles, le revisionnement partiel ou complet et le recours au paratexte. On pourrait ajouter aussi les conversations qui permettent de prolonger la série au-delà du visionnement, mais si on reste à ce que propose le dispositif connecté. Et je pense que ce n'est pas un hasard finalement que le revisionnement en contexte connecté progresse. Parce qu'a priori, on se disait, face à une offre tellement importante, puis en progression, on pourrait s'imaginer qu'il n'y a pas un incitatif à revisionner. Mais en fait, comme les séries sont consommées de plus en plus vite, il persiste ce besoin de retour à un espace connu. Et donc, le revisionnement de séries figurait ainsi parmi les pratiques que peuvent mettre en place les individus dans une perspective de décélération. Et là, je fais aussi référence à Armand Rosa, renvoyant à cette quête de savoir où nous sommes à la maison. Et là, donc à toute cette dimension du home dans la nostalgie. La progression des pratiques de revisionnement de séries qu'on observe ces dernières années, elle commence à être documentée. Il n'y a pas beaucoup d'études qui la quantifient, mais il y en a quelques-unes et qui montrent qu'il y a effectivement une augmentation. Elle est peut-être aussi une stratégie pour articuler ces engagements à l'égard de contenus culturels récents et anciens qui vont coexister sur les plateformes. Donc c'est une façon finalement de faire un sens entre tout ça. On voit aussi qu'elle se joue dans le rapport au dispositif et comme l'ont souligné des auteurs qui travaillent sur la sérialité numérique, plus spécifiquement concernant les jeux, je pense à Maider et Vance, on voit s'instaurer une logique de base de données et en fait finalement on voit la constitution de listes de lecture. Lizardi parle de listes de lecture du passé, au sein desquelles les individus vont piocher. Donc, finalement, au travers des algorithmes et au travers des listes que constituent aussi eux-mêmes les usagers, mais ce serait une autre forme de mise en sérialité, mais à partir de son parcours personnel de visionnement, dans lequel on pourrait aller piocher, avec cette idée que finalement, ces collections vont être toujours accessibles, même si finalement, elles ne le sont pas dans les faits. Mais il y a vraiment cette perception que quand on leur demandait « Est-ce que tu serais inquiet que ça disparaisse de Netflix ?» Personne n'était inquiet. Maintenant, je vais le retrouver ailleurs. J'ai juste à taper. Est-ce que tu te rappelles le numéro d'un épisode? Non. Je tape, il s'est passé telle chose. Je le retrouve comme ça. Donc, il y a vraiment cette idée de « c'est une collection, je vais aller piocher ». Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai besoin, je me sens de telle façon, donc je vais aller chercher tel contenu. Donc, on voit
qu'effectivement, en fonction des besoins, des humeurs, ben, on va aller découper, fragmenter et l'utiliser et revisionner ou visionner telle chose. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, remarques dans le public? Je vous laisse réfléchir. Ah oui, allez-y. Est-ce que dans votre étude de cas, il y a des spectateurs, des spectatrices qui ont évoqué le plaisir du revisionnement pour trouver des indices comme, par exemple, pour tenter de définir qui est l'assassin dans True Detective, qu'est-ce qui va arriver dans Game of Thrones? Parce que là-dessus, le plaisir, on voit beaucoup ça dans les paratextes de ces séries-là, comme toutes les analyses faites par des fans. Pour justement la prochaine et dernière saison de Game of Thrones, il y en a qui ont analysé les coupes de cheveux des acteurs, parce que ça permettrait de déterminer lesquels vont mourir, lesquels vont survivre. Donc, est-ce que ce type de lecture-là était souvent évoqué, ou est-ce que c'est tout à fait. Et d'ailleurs, je suis partie en fait des travaux de Jason Mitchell qui avait réfléchi à ces pratiques de revisionnement. Il en parle un peu dans son livre, dans le chapitre Comprehension, mais surtout il en parle sur son blog Just TV. Et il souligne que finalement il y a trois grande logique du revisionnement. Il y a le fait d'explorer la complexité narrative, donc c'est exactement ce dont vous parlez, le partage avec d'autres, et puis le fait de reconnecter avec l'émotion. Puis là, on est plus dans le sentiment nostalgique qui peut prendre différentes approches, parce qu'on voit que c'est pas ah, je sens la bonne odeur et je me rappelle, c'est vraiment j'active. Donc comme dit Katharina Niemeyer, c'est je nostalgise, c'est vraiment une démarche active. Mais même quand on est en train de rechercher ceux qui disent oui, moi je fais ça pour explorer le récit, mieux le maîtriser, retrouver des indices, etc. Ils le font pour des séries qu'ils adorent. Donc il y a aussi la volonté de retrouver, de reconnecter avec l'émotion du visionnement antérieur. Et même ceux qui partagent, c'était vraiment très clair, ils disent « Ah oui, j'ai telle série, il faut que je la montre à telle personne. » Il y a aussi cette idée, c'est une série que j'ai adorée et je vais la regarder comme un peu une première fois à nouveau à travers leurs yeux. Donc c'est aussi me redonner la possibilité de revoir, de reconnecter avec cette première émotion que je n'ai plus, mais que je pourrais essayer de reproduire, parce qu'ils insistent sur le fait que c'est comme si, il y en a qui disaient « Ah, c'est comme un bouton, tu peux réappuyer, puis hop, tu vas avoir l'émotion revient. » Comme quoi, c'est pas vraiment... Et même certains disent, la deuxième écoute, elle est meilleure parce que là, on est libéré de cette tension et donc on peut vraiment se promener dans la série, on est dans la série et puis on l'explore, on va voir toute la complexité, etc. Mais... je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin, en tout cas, l'émotion est vraiment au centre. La reconnexion avec l'émotion est au centre. Et c'est soit pour partager, pour aussi revisionner de manière connectée. C'est aussi clairement pour gérer le coût d'entrée dans une série. Donc, il y a vraiment, ce qu'on retrouve aussi, c'est que sortir d'une série, c'est très compliqué. Rentrer dans une série, notamment quand on arrive devant la plateforme et qu'on n'a aucune information sauf la vignette, et c'est le cas donc dans plusieurs des stratégies, des démarches qui étaient rapportées, ben c'est beaucoup d'efforts. Donc il va falloir perdre le temps de commencer à la regarder, de voir si on aime, puis de se dire « Ah, on a perdu tout ce temps-là », tout ça. Donc c'est pour ça que revisionner, c'est aussi une façon de gérer cette abondance de l'offre. Oui, oui, moi j'ai une petite question sur la méthode. Je me disais à quel point peut-être votre méthode de entretien semi-dirigé favorisait peut-être un type de réponse aussi. Je me demandais à quel point des réflexions déceptives pouvaient sortir, c'est-à-dire finalement des gens qui vont partager avec vous des choses de l'ordre d'émotions négatives, de déception, de gêne, d'embarras, par exemple par rapport au revisionnement d'une série dont on s'aperçoit qu'elle est plus raciste ou sexiste qu'on le pensait au départ, qu'on se remet en question dans son amour pour la série. Est-ce que tous ces éléments-là, je dirais, négatifs, déceptifs, de remise en question, auraient peut-être du mal à sortir par rapport à votre enquête? Parce que justement, c'est une enquête où on a plutôt envie, quand on est dans une démarche, quand on est interrogé par quelqu'un, de parler plutôt de ce qui nous fait plaisir, ou ce qu'on a envie
de partager, comment on irait aller chercher aussi ces éléments-là d'expérience. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, ce qui ressort, effectivement, c'est essentiellement des impressions, des expériences positives. Oui, il y en a certains disent qu'ils se détachent progressivement de la série. Et donc, ça aussi, c'est positif. La stratégie a bien fonctionné. Et de ce fait-là, c'est pour ça que je voudrais mettre en place un autre terrain, mais en faisant plutôt des journaux de pratique où les gens écriraient sur un blog et puis le faire sur une durée beaucoup plus longue pour qu'ils puissent justement, pour avoir accès à tout ce détail du revisionnement. Parce que là, c'est un regard sur le revisionnement passif. On était sur 20 personnes, ils avaient revisionné dans les 6 derniers mois 75 séries. C'est quand même... Nous, on avait mis, on pensait qu'il y a un critère, il fallait en avoir revisionné 2, mais tout le monde excédait très largement. Mais en fait, parce qu'ils avaient toujours d'un côté des séries qui revisionnaient et d'autre côté des séries qu'ils expérimentaient. Donc il y avait comme des articulations. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça aide à gérer ce catalogue où il y a tellement de choses. On a au moins des choses, des bases qui restent. Et puis... donc cette sérialité, puis qui sûrement fait des liens avec les expériences télévisuelles précédentes. Et puis on introduit petit à petit des choses nouvelles. Mais vous avez raison, il faut innover en termes de méthodologie pour mieux capturer tout ça. Oui. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Juste une petite question sur les contextes de revisionnage qui sont évoqués par les enquêtés. J'ai l'impression, mais c'est peut-être un effet de filtre aussi pour que ça tienne 20 minutes, que les revisionnements sont à chaque fois des revisionnements entre guillemets avec 100% de l'attention, alors que, si je parle de mes pratiques à moi, il y a beaucoup ces moments de revisionnage ou de revisionnement qui sont des revisionnements d'accompagnement. Genre je dois préparer le repas et je mets un demi-épisode d'X-Files en fond pendant que je le fais, et qui n'est pas un visionnement investi en fait. Tout à fait, vous avez raison. En fait, il y a une diversité de revisionnements. Il y en a où ça permet justement d'engager un dialogue plus léger avec le texte et on va faire la cuisine, on va faire autre chose, on va juste le mettre en fond sonore, on va faire ses devoirs, toutes sortes de choses. Mais il y en a beaucoup aussi qui disent que finalement c'est une pratique qui est quand même aussi presque plus active parce que la première écoute, on est pris par l'intrigue et on est comme tiré. Et dans la deuxième, on peut revenir et la regarder et là vraiment profiter et se promener dans la série et dans le récit. Et c'est un peu aussi l'expérience qu'avaient Jonathan Gray et Jason Mitchell avec les spoilers qui disaient finalement ce qui est important c'est de savoir comment on est arrivé là et donc là une fois qu'on sait la fin, là on peut regarder la série au présent. C'est ce qu'il nous disait, je trouve qu'il y avait plein de choses qui étaient vraiment intéressantes dans le livre. Mais vous avez aussi cette idée de faire fond, de créer une présence rassurante avec une série qu'on connaît, etc. Toute cette notion aussi de revenir dans un endroit connu, c'est des séries qu'ils connaissent très très bien et qu'ils peuvent regarder d'une manière beaucoup plus oblique. C'est clair, hein, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe.